Bonsoir à tous et toutes. Alors, merci beaucoup d'être venus. Je vois que vous êtes quand même un nombre important. Donc, c'est juste pour le rappeler, la revue L'Esprit Libre qui vous a convié pour cette soirée de réflexion. Juste pour le rappeler, c'est un média indépendant qui se prononce sur des questions d'actualité, de société, de politique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu justement inviter des intervenants et intervenantes afin de discuter du projet de loi antiterroriste qui est C-51. Donc, rapidement, comment ça va se passer? Je vais juste rappeler les grandes lignes du débat. Puis ensuite, il va y avoir des interventions de la part de deux intervenants et intervenantes. Puis ensuite, il va y avoir la prise de parole. Et donc, on va faire passer le micro derrière. Donc, rapidement, le projet de loi C-51 a été adopté fin février 2015. Et c'était le Parti conservateur du Canada qui voulait, dans le fond, permettre aux différents organismes et ministères fédéraux un certain échange d'informations. Aussi, de criminaliser ce qui était propagande et influence terroriste. Et finalement, de renforcer les pouvoirs du service d'information et du service canadien de surveillance et d'information. Et de renseignement, excusez-moi. Donc ça a été adopté par le... En fait, ça va modifier une douzaine de lois, notamment le Code criminel canadien. Et ça a été appuyé par le Parti libéral du Canada et ainsi que par le Bloc québécois. Il y a une opposition de la part du NPD, du Parti vert du Canada. Donc, pour rappeler un peu, globalement, si je veux grosso modo rappeler certains arguments pour, donc principalement c'était de mener une lutte plus efficace contre le terrorisme, contre l'État islamique. Mais aussi, que selon les sondages, une majorité canadienne serait en faveur. Il faudrait un mandat d'un juge de la Cour fédérale pour renforcer les pouvoirs du service canadien des renseignements. Il y a aussi certaines oppositions, notamment le fait que les objectifs étaient un peu disproportionnés. Le micro est comme... que je colle le micro pour parler. Donc, les objectifs étaient un peu disproportionnés par rapport... l'impact était disproportionné par rapport à l'objectif que ça avait, donc ça pouvait primer les droits de liberté des Canadiens et Canadiennes qui sont consacrés à la Charte canadienne des droits de liberté. Et que ça avait pour effet de plutôt stigmatiser certaines communautés, notamment musulmanes, et que ça ne respectait pas les normes en matière de sécurité et de protection de l'information. Donc, comment ça va fonctionner, c'est qu'il va y avoir deux interventions qui vont durer de 15 à 30 minutes, on peut dépasser aussi un peu. Ensuite, pendant une trentaine de minutes, il y a le micro qui va circuler à l'arrière. Et là, vous allez pouvoir prendre part au débat comme ils sont. Donc, premièrement, il va y avoir M. Dominique Péchard, qui est le président de la Ligue des droits et libertés, qui est un organisme à but non lucratif qui s'est positionné sur des questions de prolifération de normes et de surveillance, et qui vise à défendre l'interdépendance entre les droits consacrés à la Charte internationale des droits de l'homme. Donc, M. Péchard est aussi un des porte-parole de la coalition Pas de démocratie sans voix et le vice-président de la coalition internationale pour la surveillance des libertés civiles. Donc, ensuite, après le même temps, il va y avoir Mme Rania Massoud, qui est une des conseillères en communication à Greenpeace, qui s'est prononcée en défaveur de C-51, notamment par rapport à l'impact que ça aurait sur les Canadiens et Canadiennes en matière de liberté civile, et qui s'est prononcée en sa défaveur au Parlement. Donc, je vais leur passer le micro, et je vais commencer par Dominique Péchard. Bon débat, bonne question. Alors, bonsoir et merci à l'Esprit Libre de m'avoir invité pour faire cette présentation. Je trouve que c'est des heureuses initiatives de donner l'occasion à des personnes de débattre de questions comme cela
en dehors d'avoir, autrement dit, un forum de débat et ne pas être simplement assujetti au bombardement médiatique dominant. Alors, effectivement, il s'agit de parler du projet de loi C-51. Il a passé l'étape de la Chambre des communes, mais il est maintenant devant le Sénat. Donc, c'est une course pour les conservateurs de le faire adopter avant l'été, parce qu'après, au retour d'été, on prévoit qu'il y a des élections. Alors, mais en toute vraisemblance, il va être adopté avant les vacances. Bon, alors le projet de loi a été présenté dans un contexte de peur entretenu par le gouvernement conservateur suite à l'assassinat de 2 soldats, un sergent sur Richelieu à Ottawa au mois d'octobre dernier. Et ce climat de peur... Et ce climat de peur a servi à justifier le dépôt de ce projet de loi. Je voudrais simplement le placer un peu dans un contexte, cependant. Ce n'est pas le premier projet de loi du genre. Ça date... Les gens en arrière n'entendent pas. OK. Alors, ce n'est pas le premier projet de loi du genre. Ça remonte évidemment aux attentats du 11 septembre 2001. Il y a eu l'adoption de la loi antiterroriste, qui était une loi très volumineuse, semblable au Patriot Act américain. Mais depuis, il y a eu toute une série de mesures et de lois qui ont été adoptées, en particulier par les conservateurs depuis qu'ils sont au pouvoir. Par exemple, ils ont introduit des dispositions très controversées de la loi antiterroriste initiale qui était tombée, qui avait une clause crépusculaire, ils les ont réintroduites. Ils ont, en juin dernier, adopté une loi sur la citoyenneté qui leur permet de retirer la citoyenneté à des Canadiens qui ont la double citoyenneté, qui est quelque chose d'assez extraordinaire et inusité. Ils ont passé au mois de décembre la loi sur la cybercriminalité, mais qui est en fait, au nom de la lutte à la cybercriminalité, une loi qui permet la surveillance des communications des citoyens canadiens. Et ils ont passé au mois d'avril dernier, il y a un mois, le projet de loi C-44 qui, sur le SCRS, le Service canadien de renseignement de sécurité, qui autorise le CRS à commettre des actes de violation de la loi dans des pays étrangers et qui facilite le partage d'informations entre les services canadiens et étrangers. Et c'est ce partage d'informations qui avait mené, entre autres, en 2002 et 2003, à la torture de Maher Arar et d'autres citoyens canadiens qui avaient été arrêtés et torturés en Égypte et en Syrie. Il a aussi adopté des mesures comme quoi maintenant un ministre peut refuser de délivrer ou révoquer un passeport. Donc, il y a toute une série de mesures, lois qui ont été passées depuis 2001 et d'autres choses, d'entente avec les États-Unis sur le partage d'informations, sur les voyageurs à la frontière, l'accroissement des ressources des agences, le Centre de sécurité des télécommunications du Canada, qui est l'équivalent de la NSA, les agences qui ont été dénoncées par Edward Snowden, son budget est passé de 100 millions de dollars en 1999 à 800 millions de dollars cette année. Donc, C-51, c'est la dernière d'une longue série de mesures, mais depuis 2001, c'est le projet de loi le plus important en termes de recul des libertés. Alors, le projet de loi C-51, en fait, à l'intérieur, ça promulgue 2 nouvelles lois et ça apporte des modifications à 3 autres. La première chose que ça fait, c'est que ça promulgue une loi sur la communication d'informations. Alors, nos renseignements personnels détenus par les différents départements du gouvernement fédéral, normalement, sont protégés. On ne peut pas y avoir accès facilement. Ils ne peuvent pas être partagés d'un département à un autre sans des motifs et des procédures. Avec cette nouvelle loi, au nom de la sécurité, les renseignements détenus par les départements et les ministères fédéraux, 17 ministères fédéraux auront accès à toutes les informations détenues par le gouvernement fédéral sur les Canadiens. Alors ça va des ministères, des agences comme, c'est pas trop surprenant, l'Agence des services frontaliers, la GRC, les services canadiens de renseignement de sécurité, le Centre de sécurité des communications, mais aussi Santé Canada, l'Agence de revenus du Canada et toute une liste, il y en a 17. Ça veut dire que, dorénavant, c'est un bar ouvert sur les renseignements personnels au nom de la sécurité. Alors, c'est vraiment sans précédent. Ça met par terre notre régime de protection des renseignements personnels et ça va permettre, sur la base de ces renseignements-là,
de profiler les Canadiens pour déterminer s'il y en a qui représentent un risque. Par exemple, vous avez envoyé de l'argent à l'étranger, vous êtes musulman, vous avez fait ci, ça, vous êtes tombé dans une catégorie où vous êtes suspect. Alors, le commissaire à la vie privée du Canada, qui d'ailleurs est une nomination conservatrice, s'est farouchement opposé au projet de loi. Les conservateurs ont refusé de l'entendre en commission parlementaire d'ailleurs. Et alors, ce qu'il a dit, c'est certes la possibilité de connaître pratiquement tout sur tout le monde pourrait permettre de détecter de nouvelles menaces, mais la perte au chapitre de la vie privée est manifestement démesurée. Alors, tous les Canadiens seront pris dans cette toile. Alors, quels sont les Canadiens qui vont être particulièrement visés? Bien, c'est quoi les menaces à la sécurité qui sont identifiées? Il y en a toute une liste, mais entre autres, il y a entraver le fonctionnement d'infrastructures essentielles, premièrement, et deux, se livrer au Canada une activité qui porte atteinte à la sécurité d'un autre État. Alors, sur les infrastructures essentielles, bien, on pense immédiatement aux environnementalistes, aux Autochtones, aux groupes de citoyens qui s'opposent au projet de pipeline qui est cher aux conservateurs. La porte-parole de Greenpeace pourra élaborer là-dessus dans un instant. L'autre cible qui va être certainement privilégiée par cette loi-là, c'est ceux qui s'opposent aux politiques israéliennes, en particulier, par exemple, le mouvement boycott des investissements et sanctions, qui vise à un régime de sanctions contre Israël pour l'amener à respecter les droits des Palestiniens et le droit international. Le Canada a signé une entente de sécurité avec Israël. Le Canada aussi a signé un protocole d'entente qui associe la campagne boycott des investissements et sanctions à de l'antisémitisme. Donc, les personnes qui participent à cette campagne, la Ligue participe à cette campagne entre autres, vont être taxées de porter atteinte à la sécurité d'Israël. Alors ça, c'est le premier élément. La sécurité d'Israël, oui. Alors ça, c'est le premier élément de la loi C-51, un des éléments importants. Le deuxième, c'est que la loi C-51 modifie la loi sur le Service canadien de renseignement de sécurité. La loi est amendée afin de permettre au SCRS de mener des actions tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur contre des activités qui représentent une menace à la sécurité du Canada. Puis on a vu tantôt ce que ça pouvait recouvrir. Alors, le SCRS pourra prendre des mesures, même illégales et en violation de la Charte, pour réduire une menace à la sécurité du Canada. Alors, un groupe écologiste qui peut être vu comme étant une menace, on pourra agir pour réduire cette menace. Évidemment, je regarde des gens ici dans la salle, vous ne pouvez pas vous rappeler de ça, mais à l'époque du FLQ, les années 1970, la GRC s'était livrée à toutes sortes d'activités pour réduire la menace séparatiste, comme brûler des granges, émettre des faux communiqués du FLQ, voler par infraction les listes de membres du PQ, pénétrer par infraction dans l'Agence de presse libre du Québec, etc. Toutes des choses qui avaient été ensuite mises en lumière par une commission d'enquête, et c'est cette commission d'enquête qui avait mené à la création du Service canadien de renseignement pour séparer le renseignement des activités policières pour éviter ça. Et maintenant, on revoit une loi qui va ouvrir la porte à ça. Et on sait que les mouvements de protestation sont sous surveillance. Des documents qui ont été rendus publics par la loi Accès à l'information, je pense que c'est Global Mail qui a fait ça, a révélé que 800 manifestations et événements ont fait l'objet de surveillance de la part des agences et départements du gouvernement canadien depuis 2006. Et les événements qui ont fait l'objet de surveillance, c'est très varié. Manifestations syndicales, colloques universitaires sur l'histoire du colonialisme et des relations raciales au Canada, vigile pour les femmes autochtones disparues, forum public sur les sables bitumineux, ateliers sur la désobéissance civile, manifestations de pêcheurs dans les maritimes, puis des mouvements plus larges comme Occupy, par exemple, ou le mouvement étudiant québécois de 2012. Donc, on va voir un accroissement des activités du SCRS contre les mouvements de protestation. Ensuite, la loi crée un nouveau crime au code criminel. Vous avez entendu parler de la question de criminaliser l'apologie du terrorisme. C'est comme ça que c'est passé dans les médias. Mais maintenant, c'est un crime et coupable d'un acte criminel, là, je cite, quiconque sciemment
appuie la communication ou fait des communications par la communication de déclaration, préconise ou fomente la perpétration d'infractions de terrorisme en général. OK? Alors, il y a fomenter, bon, on peut penser à des gestes, mais préconiser, c'est simplement le discours. Donc, s'il y a un discours qui peut être interprété comme justifiant ou appuyant le terrorisme en général, ben, c'est un acte criminel. Alors, il suffit de penser à l'époque où on luttait contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait le Congrès national africain qui était considéré comme le parti de Nelson Mandela, qui était considéré comme une entité terroriste à l'époque. Ben, ça veut dire qu'avec cette loi-là, ceux qui auraient appuyé le Congrès national africain auraient pu être considérés comme préconisant le terrorisme. Alors, on peut penser encore une fois à des personnes qui vont dire que les Palestiniens ont raison de résister quand il y a une agression contre Gaza. Est-ce que ça veut dire qu'on soutient le Hamas, par exemple, qui est considéré comme une organisation terroriste? La même disposition aussi, évidemment, permet la saisie et la destruction de matériel de propagande, selon les mêmes critères. Et quand on regarde cette loi-là, cette disposition de la loi, j'ai été regarder la loi du Cadenas ou du Plessis qui permettait de saisir la propagande communiste, et ça ressemble beaucoup à ça, ça fait penser à ça. Ensuite, la loi modifie le code criminel pour faciliter la détention préventive, et durcir les conditions. Alors, c'est des dispositions qui étaient introduites dans la loi antiterroriste, qui existaient déjà, mais ça élargit les circonstances permettant la détention préventive, ça affaiblit le degré de preuve nécessaire pour procéder à ça, allonge la durée possible de la prévention de 72 heures à 7 jours. Ça, c'est des gens qui peuvent être détenus sans accusation. C'est ça qu'on veut dire par une détention préventive. Et pour justifier une telle détention, un agent de paix, il suffira qu'un agent de paix ait des motifs raisonnables de croire à la possibilité qu'une activité considérée comme terroriste soit entreprise et que l'arrestation aura vraisemblablement pour effet d'empêcher que l'activité soit entreprise. Il faut aussi souligner que la définition de l'activité terroriste est très large dans la loi antiterroriste de 2001. C'est une des choses qu'on avait dénoncées. Élément suivant, c'est que ça promulgue une nouvelle loi sur la sûreté des transports aériens. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant des listes d'interdiction de vol, c'est-à-dire de personnes qui sont placées sur des listes et qui sont interdits de prendre l'avion. Comme ils se présentent à l'aéroport, ils ne peuvent pas monter à bord, ils ne sont pas prévenus d'avance, ils apprennent sur le champ. Alors, cette liste-là existait déjà, mais elle avait été implémentée par voie réglementaire, sans passer par une loi du Parlement. Là, présentement, c'est légiféré, c'est inscrit dans une loi du Parlement. Mais ce que ça fait, c'est que ça affaiblit, ça étend les motifs pour lesquels une personne peut être mise sur cette liste-là. Elle peut être mise sur cette liste-là, pas seulement si elle porte une menace à la sûreté du transport aérien. Et ça affaiblit les mécanismes de défense de la personne qui est placée sur la liste. Déjà, c'était difficile de se faire rayer de la liste quand on était dessus, mais il y avait un bureau indépendant, c'était ça qui était écrit dans la loi, c'est-à-dire des avocats indépendants qui examinaient les preuves contre la personne et qui pouvaient faire une recommandation en disant « ça n'a pas d'allure que cette personne-là soit sur la liste ». Le bureau indépendant est aboli et dorénavant, c'est un juge de la Cour fédérale qui va décider ou non, mais avec des procédures qui se tiennent à huis clos. C'est-à-dire où la personne qui est visée n'est pas partie à l'audience quand le gouvernement dit au juge pourquoi il est sur la liste. Donc la personne ne connaît pas la preuve qui est concrète, seulement un résumé, et pas nécessairement un résumé de toute la preuve. Des informations qui ne seraient pas normalement admissibles devant une cour sont admissibles. C'est semblable au certificat de sécurité, la procédure. Ça veut dire que, par exemple, des informations de oui-dire ou des informations obtenues sur la torture à l'étranger pourraient être admissibles dans des cas comme ça. Ça veut dire que ça devient beaucoup plus difficile pour la personne de se défendre parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'on lui reproche et pourquoi elle est sur la liste.
Bon, puis la dernière chose que fait cette loi-là, ça modifie la loi sur l'immigration. Alors, dans la loi sur l'immigration, il est possible d'interdire le séjour, c'est-à-dire d'expulser du pays des personnes qui sont non-citoyens, qui sont ici, mais qui sont jugées portant une menace à la sécurité nationale. Encore une fois, c'est dans la procédure des certificats de sécurité et d'autres procédures. Le gouvernement, au nom de la sécurité nationale et des relations internationales, peut faire en sorte que l'instance judiciaire qui se prononce se fasse à huis clos et que la personne, encore une fois, ne connaisse pas ce qu'on lui reproche, etc., elle ne peut pas se défendre. Bien, le projet de loi ici rend encore plus difficile la défense, parce que dans le cas du certificat de sécurité, le gouvernement peut ne pas divulguer des éléments de preuve qu'il juge non pertinents, mais qui pourraient être favorables à la personne. Et le gouvernement peut réinterjeter appel si la décision ne lui est pas favorable, mais la personne qui est victime, elle, n'a pas la possibilité d'aller en appel. Donc, c'est encore une fois un durcissement des lois, une plus grande difficulté à se défendre si on est injustement accusé. Alors, vous voyez que c'est toute une panoplie de mesures qui sont liberticides et qui n'ont rien à voir avec les attentats qui ont eu lieu en octobre dernier. Alors, ça peut être un peu décourageant, mais pour finir sur une note d'optimisme, il y a eu un fort mouvement d'opposition à C-51. Quand C-51 a été déposé en janvier, un sondage en février donnait 82% de la population canadienne favorable à C-51. Il y a eu beaucoup de campagnes et d'actions médiatiques contre C-51. Les organisations de liberté civile ont mobilisé des personnes qui ont une certaine stature, des anciens juges de la Cour suprême, des anciens premiers ministres qui se sont prononcés contre. Donc, il y a 4 ex-premiers ministres, 5 ex-juges de la Cour suprême, 7 ex-ministres de la Justice qui ont pris position publique, puis ça a comme créé un courant d'opinion. Il y a aussi une organisation comme Open Media, qui est pour l'Internet libre, qui a mené campagne, qui a recueilli près de 200 000 signatures. Et maintenant, dans un sondage du mois d'avril, il y a 56% des Canadiens qui sont contre la loi C-51. Donc, il y a eu un revirement d'opinion, mais évidemment, les conservateurs s'en fichent, dans la mesure où ils ont la majorité au Parlement, et ils vont sans doute réussir à passer la loi avant les vacances. Mais néanmoins, c'est très important que les gens n'embarquent pas dans ce discours-là et prennent conscience de l'érosion des libertés. Et nous, quand on parlait de ça il y a 10 ans, parce que la loi 2001, ça remonte maintenant à 14 ans, il y avait peu d'écoute, mais depuis les révélations d'Edward Snowden et d'autres révélations, et les gens, il y a de plus en plus quand même un mouvement de conscientisation de la surveillance et de l'érosion des libertés. Donc, puis le fait que vous soyez là, ça fait partie de ce mouvement-là. Alors, ça, c'est l'aspect positif pour l'avenir. Merci. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Rania Massoud. Je suis conseillère en communication. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Là, derrière, c'est bon. Donc, je suis conseillère en communication chez Greenpeace et je travaille essentiellement pour la campagne Climat-Énergie. Donc, même si, d'abord, je suis contente d'être ici, je remercie la revue Esprit Libre pour cette initiative. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que même si Greenpeace, on a comme principale mission la défense de l'environnement, ceci ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné par tout ce qui a trait à la démocratie, à la défense des droits humains et à la justice sociale. Justement parce que sans démocratie, il n'y aurait pas de liberté, et sans liberté, il n'y aurait pas de société civile et pas d'environnement tout court. Et nous sommes heureux de constater que nous sommes très nombreux à contester cette loi, justement pour plusieurs raisons. Nous sommes des centaines, voire des milliers d'organisations à travers le Canada
des juristes, des syndicats, des avocats, des journalistes, des mouvements citoyens, pour exprimer les craintes vis-à-vis de ce projet de loi. L'une de nos principales préoccupations est justement le fait que cette loi ouvre la voie à la criminalisation de la contestation populaire. Et parce que justement, surtout contre le mouvement anti-pipeline. Parce que nous ne devons pas laisser la logique de la peur prendre le dessus sur les libertés individuelles, parce que les risques de dérapage sont justement beaucoup trop importants pour les ignorer, ne pas les prendre en considération. Et surtout parce que aussi la ligne entre la surveillance sécuritaire et l'espionnage politique est beaucoup trop fine, et parce que le langage contenu dans ce projet de loi est beaucoup trop vague. Qu'est-ce qu'on veut dire par menace contre la sécurité du Canada? Qu'est-ce qui constitue une menace à la sécurité du Canada? Qu'est-ce qu'un terroriste ou le terrorisme? Il n'y a pas de définition claire. Justement, je suis dans de mauvais draps, étant d'origine arabe et membre de Greenpeace. Est-ce que je vous fais peur? Donc, est-ce que je suis terroriste? Il se peut que je sois considérée ainsi avec cette nouvelle loi, je ne sais pas. Et nous savons d'ores et déjà que les militants de Greenpeace et d'autres organisations environnementales sont déjà surveillés. On a plusieurs preuves à l'appui, les exemples sont nombreux. Déjà en mars dernier, la presse canadienne a publié un article dans lequel elle cite un rapport du CRS, dans lequel ils indiquent clairement avoir donné des informations au gouvernement fédéral, des informations sur des militants environnementaux, des environnementalistes, des membres de la communauté, des communautés autochtones et des Premières Nations, en vue d'une éventuelle vague de manifestations qui se préparait, donc c'était il y a 1 an, contre le projet de pipeline Northern Gateway en Colombie-Britannique. Donc ça c'est de l'aveu même de l'agence des renseignements. 1 mois plus tôt, un rapport interne de la GRC qui disait clairement, qui considérait clairement les militants comme étant une menace croissante à la sécurité du Canada. Et là, je vais les citer. Donc les environnementalistes, eux, sont caractérisés comme des extrémistes qui posent une menace criminelle réelle contre l'industrie pétrolière canadienne. Et entre guillemets, je cite toujours, à travers les mouvements anti-pétrole, les forces de l'ordre canadiennes et les services de renseignement ont noté le développement d'une frange extrémiste, violente, pan-nationale, opposée idéologiquement à l'industrie pétrolière. Donc ce sont quand même des mots assez forts, extrémisme, violence, idéologie, tout ça pour attaquer le mouvement environnemental pan-canadien, donc à travers le Canada. Il y a aussi une copie du rapport fédéral relatif aux industries pétrolières qui définit clairement les militants environnementaux comme étant des adversaires et les pétrolières comme étant des alliés. Donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour envisager que les lois deviennent encore plus strictes, que la surveillance devienne encore plus accrue. Et donc voilà, nous craignons sincèrement pour les libertés individuelles et la vie privée. Chez Greenpeace, on a une de nos valeurs fondamentales est justement la contestation populaire et d'utiliser des outils tels que l'action directe non violente, ce qu'on appelle l'action directe non violente, qui peut aller jusqu'à la désobéissance civile. Ce ne sont pas des outils inventés par Greenpeace, c'est des moyens de sensibilisation, de contestation qui existent depuis de nombreuses années. Nous, on les utilise depuis 40 ans déjà et nous avons réussi à accomplir beaucoup de réalisations au niveau de l'environnement, dont l'interdiction de la pêche commerciale et scientifique des baleines, l'interdiction de déversement de déchets toxiques dans les océans, l'interdiction des essais nucléaires dans les eaux du Pacifique Sud. Sans ces outils-là, ces mouvements de contestation, de mobilisation, je pense qu'aucune de ces réalisations n'aurait pu être accomplie. C'est aussi le cas de la ségrégation raciale aux États-Unis qui a été possible être aboli grâce à ce genre de mouvement citoyen, tout comme le droit de la femme au vote.
Donc voilà. Donc voilà, le 12 mars dernier, j'avais accompagné la directrice générale de Greenpeace, Joanna Kern, à Ottawa, devant le Parlement, avec le coordinateur de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace, Keith Stewart. Nous sommes allés devant le comité permanent de la sécurité nationale et publique pour justement exprimer nos craintes et contester la loi telle qu'elle est rédigée en ce moment. Et inutile de vous dire que c'était donc devant des élus, des députés. Les députés conservateurs ne semblaient avoir aucun intérêt à écouter ce qu'on avait à dire. Ils utilisaient leur temps alloué à leur intervention pour nous accuser, nous lancer des accusations et ne pas nous donner le droit de répondre. Ils nous ont notamment demandé si nous étions nous-mêmes, si nous nous considérions comme étant des terroristes, si nous avons déjà été engagés dans des activités terroristes. Et tout ça parce que selon eux, selon leur logique, c'est justement que si vous êtes contre la loi, c'est que vous avez quelque chose à cacher et à craindre, c'est que vous êtes probablement des terroristes. Donc c'est la logique de vous êtes avec nous ou contre nous, c'est la logique de la peur. Et voilà, donc juste pour dire que même si cette loi va passer, nous allons continuer avec les moyens qu'on a pour se mobiliser contre les projets dévastateurs et qui n'apportent pas grand bénéfice ni au Canada, ni aux Canadiens, ni au peuple autochtone. Voilà. Nous croyons fermement que la logique de la peur ne doit pas prendre le dessus sur les libertés individuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions. À titre informatif, je voulais juste rappeler que l'Esprit libre aime bien alimenter les débats, donc en fait, on a essayé d'un peu d'avoir des opinions de part et d'autre. Donc pour ces raisons, on a contacté peut-être plus des personnes qui seraient pour, comme des membres de la GRC, du Parti libéral, du Parti conservateur, mais on n'a pas vraiment une réponse ou c'est pas disponible. Donc c'était juste pour spécifier. Alors maintenant, on peut passer, si vous avez justement des questions par rapport aux interventions, si vous voulez donner votre point de vue. Je vous rappelle, avant ça, je vais vous rappeler qu'il y a la liste d'envoi de l'Esprit libre, si jamais ça vous intéresse de vous tenir au courant de tout ce qui se passe par rapport à l'Esprit libre. Et aussi, si jamais vous voulez collaborer, écrire un article, peu importe, ça va toujours être la bienvenue, donc c'est charmant de personne à l'avant. Et donc là, c'est ça, comme j'ai dit, je pense déjà plusieurs fois, il y a un micro qui va passer. Puis vu qu'on est quand même un nombre important, je vais demander d'essayer de synthétiser vos informations, genre de ne pas parler pendant 25 minutes. Donc voilà, bon débat.